vous avez des sachants, mais vous êtes également des sachants, donc la table ronde, on participe, on communique, on écoute éventuellement ceux qui sont censés en savoir plus que nous, mais quelquefois c'est pas vrai, hein, par conséquent n'hésitez pas à les mettre en cause et à les mettre en doute. Alors, table ronde, alors je vais vous présenter les personnages qui sont assis devant vous. Bertrand Vergely, agrégé de philosophie, enfin, tous ses diplômes, il a enseigné à Sciences Po, à Polytechnique. Non. Pas à Polytechnique. J'enseignais en classe préparatoire à Orléans. J'ai enseigné effectivement à l'école des sciences politiques. Je continue d'enseigner dans un institut de théologie orthodoxe. Et voilà. Je n'ai pas particulièrement énormément de diplômes, mais j'en ai deux qui m'ont été assez utiles pour traverser cette existence dans des conditions favorables et agréables. Alors moi j'aime beaucoup parce c'est lui qui s'appelle comme cela, je ne me serais jamais permis de l'appeler comme ça. Voilà. Il dit je suis un artisan, et donc je suis un artisan philosophe. Voilà, donc j'ai dit ça intéressant. parce que je travaille. Voilà. On m'a dit vous êtes philosophe, vous êtes théologien. Je dis écoutez, c'est des appellations trop grandes et trop nobles pour moi. De livre en livre, je travaille. Alors, merci Bertrand. Je vais me présenter, moi j'enseigne la philosophie aussi, mais à un niveau plus, on va dire, plus standard, hein. Donc je suis certifié, j'enseigne à Saint-Quentin, au lycée Laramie. Je m'appelle Philippe Henry, voilà, excusez-moi. Alors le thème qui a été choisi en collaboration avec nos invités, c'est « Notre vie a un sens ». C'est pas a-t-elle un sens, hein, c'est notre vie a un sens. Alors c'est un livre de Bertrand Vergely. Voilà, maintenant la parole est à vous. La parole est à vous. Allez, qui veut? J'ai entendu, le monsieur n'a pas été présenté, donc je vais le présenter. Ça sera fait comme ça, excusez-moi. Et puis après, surtout, c'est très utile. Non, ben ça peut être utile dans le sens où, effectivement, je suis le président de Rencontres citoyennes. Et par rapport à ça, donc, depuis des années, Rencontres citoyennes, l'association, dont je ne faisais pas encore partie il y a 20 ans, organise des cafés philo, des cafés livres ici à Soissons, à Saint-Quentin, des cinéphilos, cafés philo aussi. Et également parfois de temps en temps dans d'autres communes depuis le temps. Et donc c'est à ce titre que nous avons été invités ici à participer à un petit débat, une petite participation autour de la philosophie et autour du livre de M. Bertrand Vergely. Voilà, la présentation est faite. Mon nom est Denis Maillot. Très bien. Alors, qui veut commencer parmi vous? Moi? Bertrand, oui. Donc, vous voulez que je vais expliquer brièvement l'objet de ce livre. Alors, l'objet de ce livre, mes livres sont toujours très liés à des événements biographiques ou les événements historiques et sociaux auxquels je suis confronté. Et très jeune, j'ai été confronté à ce qu'on appelle la crise du sens liée à mai 68. Je pense que mai 68 a été une période non pas de grand espoir, mais de grand désespoir. C'est-à-dire que la situation historique était la suivante. La guerre 39-45, les générations nouvelles arrivent. Elles n'ont pas vraiment leur place dans le monde dans lequel elles existent, et l'espérance révolutionnaire qui était produite par le communisme s'effondre parce que tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va découvrir le goulag avec Solzhenitsyn, et tout d'un coup l'intelligentsia vacille et on passe de quelque chose qui est tout d'un coup le désespoir. Espèce de désespoir que l'on trouve déjà chez Camus, où à un certain moment, réagissant à la Deuxième Guerre mondiale et au communisme, qu'est-ce qu'il trouve comme sens de la vie? Le fait de vivre malgré tout, mais sans essayer de rationaliser le monde à travers un grand récit qui serait un grand récit ou bien religieux ou bien révolutionnaire. Et toute ma génération a été marquée par le désespoir, et un petit peu par l'idée que l'on retrouve chez Camus, qui n'est pas tant que la vie n'a pas de sens, parce que Camus a le sens de la beauté, mais l'idée que la vie ne doit pas avoir de sens, parce qu'il y a tellement de malheur dans le monde, que si on dit que la vie a du sens, on risque de rationaliser la vie
et de tomber un petit peu dans les travers de la théologie qui essayait de justifier le mal. Donc ça veut dire quoi? Je ne justifie rien, je vis, et je vis aux côtés de ceux qui souffrent, je vis également la beauté du monde, et je n'ai pas de grand discours pour tout ça. Et puis, j'ai vécu toute ma vie dans un monde où on me disait que la vie n'avait pas de sens ou qu'elle avait un sens individuel, mais la question était une question métaphysique, est-ce qu'elle a fondamentalement du sens? Moi, je pense que la vie a fondamentalement du sens, et que quand on vit, il y a quelque chose qui est lié à notre vie, c'est la saveur de la vie, puis quelque part la beauté du monde. C'est pas quelque chose qui étouffe le sens du tragique. Si nous avons le sens du tragique, c'est bien que la vie a du sens, c'est bien que la vie a de la beauté, autrement on ne souffrirait pas autant. Alors par le sens, je n'ai pas tant entendu ce qu'on entend habituellement par le sens, c'est-à-dire la direction, la signification, l'intuition, et puis d'autre part la valeur, c'est-à-dire aller quelque part, comprendre ce que je fais, sentir ce que je comprends et donner de la valeur à la vie. Pour moi, la question du sens, c'est ce qui se passe quand à un moment on est en dialogue avec les choses, c'est-à-dire que c'est pas que la vie a une direction, c'est que la direction me parle, et non seulement elle me parle à moi intimement, mais elle me parle parce qu'elle m'emmène au-delà de moi. Et même chose avec la signification, même chose avec la valeur. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer. J'ai essayé de montrer que, effectivement, l'existence a fondamentalement du sens. Alors bien évidemment, ce qui me distingue d'un certain nombre de philosophes, c'est que moi, je pense avec Dieu. Il y a des philosophes qui pensent sans Dieu. Et moi, je pense avec Dieu parce que je pense que c'est prodigieux et que derrière Dieu se trouve une source ineffable d'existence. Je suis tout à fait d'accord avec les gens qui vont critiquer le religieux dans ce qu'il a de délirant, mais ce n'est pas parce que le religieux a quelque chose de délirant qu'il faut pour autant supprimer ce qu'il y a de magnifique derrière. Voilà. Voilà en un mot ce qui m'a habité. Et puis, vous savez, dans les livres que j'écris, j'écris le livre à un moment, puis 3 ou 6 mois plus tard, je me rends compte qu'il y a des tas de choses qui doivent encore évoluer, qui doivent encore être dites. Donc ce livre a été écrit, mais il n'est pas fini de s'écrire. Voilà ce que je voulais dire. Vous me tendez merci, le micro. Alors j'ai une petite question justement par rapport à ce que vous venez de dire, puisque bon, on a étudié votre ouvrage et puis on a également regardé un peu sur Internet tout ça, ce que vous faisiez. Et puis après, je vous renvoie la parole, et puis si Philippe, au niveau de la philosophie ou d'autres, veut intervenir. Non, quand la définition du sens, hein, oui. Donc dans votre livre, vous la donnez, vous dites, c'est se demander où l'on va, le sens de ce que l'on fait, sa valeur, incompatible avec la violence. Alors c'est là où arrive ma question. Pourquoi est-ce incompatible avec la violence? Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît, cette définition et avec la violence en contrepartie? Voilà. Alors c'est une question qui a été posée chez Platon. Est-ce qu'il peut y avoir une philosophie de la violence? Et puis c'est une question qui a été reprise par un grand philosophe contemporain qui s'appelle Éric Weil et qui disait c'est Hitler qui m'a fait comprendre ce que c'est que la philosophie. À un certain moment, on est tenté de se dire, mes élèves me disaient, mais monsieur, pour changer le monde, il faut quand même la violence, et la violence, ça peut avoir du sens. Alors, j'ai été amené à réfléchir sur le fait de savoir, est-ce que la violence a du sens? Et en particulier, à l'occasion du terrorisme religieux, on entendait dire, ces gens recherchent du sens. Ben non. Je pense que quand on pose la question du sens, on se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. Attends, tu es en train de faire des attentats, tu es en train de poser des bombes dans des cafés, tu es en train d'égorger des gens. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tout d'un coup, à un moment, on s'aperçoit que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une contradiction majeure. Pourquoi est-ce que les terroristes font à un moment des attentats? Parce qu'ils seront scandalisés devant l'injustice et devant le fait que des innocents meurent à cause de la violence qu'il peut y avoir dans le monde. Très bien. Tu es contre le meurtre des innocents. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de sacrifier toi-même des innocents? C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas, finalement, tu le pratiques toi-même. Je remarque une chose, Platon dit la même chose. Au début de la République, il est en relation avec des sophistes, et les sophistes disent, mais
La justice, c'est l'injustice. Ça veut dire, il n'y a que ça qui marche. Si tu n'es pas injuste, ça ne va pas marquer. Et Socrate leur dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu veux dire? En fait, de deux choses l'une, s'il n'y a pas de justice du tout, il ne peut pas y avoir une justice de l'injustice. Donc tu dis n'importe quoi. Voilà. C'est en ce sens où je dis, je n'ai jamais vu une philosophie de la violence. Mais, il s'avère, la philosophie de la violence est toujours un sophisme. Et le sophisme est pratique, c'est un sophisme qu'on retrouve chez Machiavel, et qui consiste à dire, la violence, d'accord, c'est mal, mais si les conséquences de la violence sont bonnes, est-ce que finalement, la violence n'est pas une bonne violence? Eh bien, moi j'aime bien le fait de dire, la violence n'est jamais une bonne violence. Et je distinguerai, mais on ne va pas rentrer là-dedans, je distingue la violence des forces de paix, qui peuvent être la police et l'armée, qui sont malheureusement nécessaires dans le monde dans lequel on est, parce que si elles n'existaient pas, la violence se déchaînerait. Mais je pense qu'une chose est la violence et une autre, la question des moyens de maintenir l'ordre et la paix. Et les deux ne sont pas confondus. Donc c'est pour ça que dans la question de la violence se pose. Mais c'est une question qui est importante, et en particulier c'est la grande question révolutionnaire, c'est la grande question qu'on trouve dans la condition humaine de Malraux. Est-ce que pour faire avancer les choses et bouger le monde, est-ce qu'il ne faut pas un grand moment de violence? Moi je dis, historiquement, on l'a cru et on l'a payé très cher. Merci beaucoup, monsieur, pour cet éclairage sur la question de la violence et sur la question du sens éventuel de cette violence. Vous avez très bien démontré que, selon vous, il n'y en a pas, hein, que la violence ne se justifie pas. En revanche, on a observé que la non-violence pouvait être mobilisée. Par exemple, tout le monde connaît les travaux de Gandhi, les travaux d'un Nelson Mandela. Est-ce que, selon vous, dans le monde qui vient, parce que il y a d'autres écrits dont je voudrais parler, parce que vous êtes avant tout ici en tant qu'auteur, vous avez écrit notamment un traité de résistance pour le monde qui vient en 2017 et la destruction du réel en 2018, ce sont vos deux précédents. Est-ce que, selon vous, les mouvements comme Extinction Rebellion, dont on entend parler beaucoup actuellement, les Gilets jaunes éventuellement, mais le cas est particulier concernant, parce que c'est en fait une nébuleuse de mouvements différents, donc je ne sais pas si vous pourrez vous articuler facilement une structure des Gilets jaunes, donc ce n'est pas vraiment mon propos, mais plutôt tout ce qui est organisation non gouvernementale actuellement est plutôt pacifique, même s'il y a des choses qui se regroupent, il y a des écrits qui ont été trouvés par exemple à Italie 2 qui ne sont pas forcément, si je veux dire, orthodoxes avec le mouvement d'origine, je pense. Est-ce que vous pensez que ces mouvements, on va dire citoyens pour le dire vite, et jeunes, sont une source d'espoir? Alors, je m'aperçois que l'espoir est une chose, et d'autre part, ces mouvements sont une autre. C'est-à-dire que dans les mouvements aujourd'hui, il y a une véritable inquiétude par rapport à la population, et il y a l'idée que, au fond, la planète est en danger, et que vraiment, il serait temps qu'on fasse bouger les choses. Et donc, en disant, les gouvernements sont apathiques, en gros, tout le monde est écologiste, mais être vraiment écologiste, c'est aller vite, bien. Et je remarque une chose, c'est que, de ce point de vue-là, ils précipitent les choses dans la violence, et ils sont dans un paradoxe. Le paradoxe est le suivant, vous êtes contre la violence qu'il y a à l'intérieur du monde, et en particulier d'un mode de production capitaliste qui est particulièrement ravageur pour la nature, mais vous-même, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes violent, vous-même, et que ça ne fait pas du tout avancer les choses? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait avancer les choses? Vous n'avez rien fait avancer du tout, vous avez plutôt convaincu les gens qui étaient sur le point de devenir conservateur, de devenir carrément conservateur. Et vous ne voulez pas que le monde devienne conservateur, mais plus vous irez dans votre logique, plus ils le deviendront. Et moi je crois que vous avez complètement oublié une chose, c'est qu'il y a des tas de relations créatrices pour pouvoir à un moment changer les choses. Et dans ce pays, on ne parle que de la violence pour des raisons médiatiques, parce que ça fait de la com, et puis ça permet de faire le débat. Mais en termes d'écologie actuellement, on en parle, mais il faudrait en parler davantage. Tout ce qui est en train de se faire de créateurs, absolument remarquable, et qui avance dans le silence. Et là, on a affaire à des véritables réponses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espoir? L'espoir, c'est... Bon, ensuite, vous avez le mouvement des Gilets jaunes,
Et dans les Gilets jaunes, je distingue toujours 3 mouvements. Vous avez d'abord le problème des gens qui ont des fins de mois extrêmement difficiles et qui réagissent contre le système, et également un problème de gens qui disent on paye les impôts, mais on vit en province. Et on voit de plus en plus, on a de moins en moins de services. Comment se fait-il que dans nos provinces, la vie devienne de plus en plus difficile? On est dans des villages déserts, alors qu'avant il y avait un café, il y avait une boulangerie, il y avait une épicerie. Donc ça, c'est des vrais problèmes. Ensuite, vous avez quelque chose qui est apparu, c'est ce qu'on pourrait appeler la fraternité des ronds-points, où tout d'un coup, des gens qui étaient tout seuls se sont rencontrés à l'occasion des Gilets jaunes, et puis ils ont le plaisir de refabriquer une forme de socialité, et les ronds-points sont devenus le substitut du café du village qui n'existait plus. Et puis ensuite, vous avez les Black Blocs qui arrivent, c'est un mouvement européen, où là, il s'agit de faire mal, et d'exprimer une forme de violence avec l'idée nihiliste que l'on retrouve et qui vient du 19e siècle, à savoir que si on ne frappe pas un grand coup, eh bien, les gens ne comprennent pas, et une espèce de colère en disant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire des abribus et des vitrines et des symboles capitalistes, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on est dans la pensée magique, c'est-à-dire on dit on va faire une grande violence, et puis magiquement, il va y avoir un retour, une sorte de conscience qui va se faire. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le capitalisme n'est nullement vacillé à cause de ça, et que malheureusement, c'est des pauvres gens qui ne peuvent plus, sont obligés de mettre la clé sous la porte parce que leur magasin a brûlé, ou tout simplement, moi j'habite boulevard Saint-Germain, et je regardais toutes les motos qui avaient flambé, et je me disais, ben voilà, c'est des gens qui ont une moto pour aller travailler, qui ne peuvent pas se payer une nouvelle moto, et ils vont être enquiquinés parce qu'on aura brûlé leur moto. Et les abribus, à quoi ça sert? Parce que ça, vous êtes sûr que ça a vraiment renversé le capitalisme. Donc si vous voulez, il faut réfléchir là-dessus. Les résistants, quand ils faisaient de la résistance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient dérailler des trains qui amenaient des munitions ou qui amenaient des prisonniers dans les chambres à gaz. C'est vrai que c'était des attentats, mais attendez, c'était des objectifs militairement pensés. Il ne s'agit pas d'aller tuer des civils, des innocents, et de casser. Donc je ne trouve pas ça intelligent, pour vous dire, et je ne trouve pas ça politique. Et je dirais, je préfère être politique, et je préfère vraiment dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ce qui me paraît important, c'est de faire de la philosophie, et commencer à dire la vie a vraiment du sens. Et attendez, on n'est pas obligé de vivre dans des modes de vie qui sont aussi destructeurs pour à un moment fabriquer des choses qui sont de vraies réponses et des ouvertures. Alors pratiquer un espoir, c'est permettre à l'homme de vivre les 3 dimensions qu'il y a en lui, le corps, l'âme et l'esprit. Et ce n'est pas simplement aller briser des abribus en disant magiquement, on va à un moment créer un nouvel état de conscience. Voilà. Donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je vous repasse. Oui, là-bas. Oui. Merci. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux te présenter? Bah non, c'est ouvert. C'est ouvert. Allez-y. Bon, je suis un peu pris au dépourvu, mais c'est pas grave. Je me présente, Jean-Hugues Lenoir, je suis membre de Rencontre Citoyenne, qui anime avec son président Denis Mailleux cette table ronde. Et en tant que membre de Rencontre Citoyenne, j'anime aussi des cafés citoyens. Et j'ai animé des cafés philo avant cette période. Voilà. Parlez Si vous avez des questions sur le sujet, et puis après on donnera... Disons que sur le sujet de la violence, hein, parce que, très bien nous pardonner, on est arrivé un peu en retard, on avait des petits soucis. C'était sur la violence, hein, je l'ai bien compris. Est-ce que la violence, ça a du sens? Ouais. Est-ce que la violence, ça a du sens? Certainement pour certains, j'oserais dire. Mais face à la violence, moi, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est peut-on laisser faire? Et comment ne pas laisser faire? C'est ça qui est important. Oui. Ah oui, excusez-moi, je voulais me présenter aussi, donc nous sommes en retard. Donc je suis la trésorière de l'association Rencontre Citoyenne. Donc j'organise les cafés philo, cafés livres, j'envoie les invitations aux uns et aux autres.
Donc c'est pour ça que je fais partie des tables rondes. J'ai déjà animé des cafés-livres aussi avec Denis. Voilà. Bon, pour le moment, j'écoute les questions. On va peut-être avancer dans les questions. Y a-t-il parmi vous certaines qui voudraient poser des questions à propos du sens, la question du sens de la vie? Oui, moi, ça marche, oui. Parlez près du micro. J'ai beaucoup pensé à quelque chose que, bon, nous les femmes, on met les enfants au monde, donc on est quand même beaucoup plus près de la sagesse que les hommes. Parce que, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Bon, voilà, parce que je pense que sur la Terre, s'il y avait que des femmes avec leurs enfants, elles n'aimeraient pas du tout la violence. Parce que cette violence, nous, quand même, la plupart du temps, ce sont des hommes qui vont dans les armées. Bon, maintenant, on sait que la femme y va, mais il y a quand même toujours une domination de l'homme. Et c'est vrai que la maman ne peut pas concevoir que son enfant va à la guerre dans un autre pays, admettons, pour défendre un autre pays et des choses comme ça. D'autre part, les gilets jaunes. Je parle aussi un peu des gilets jaunes. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, comme quand on a fait les grèves de 68, mais pas avec la violence. Il faut aussi que le peuple puisse aussi dire ce qui ne va pas. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont plus ce qu'il faut pour vivre. Il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas assez pour manger et pour vivre. Donc c'est leur manière actuelle de se révolter. Mais je suis tout à fait contre les débordements, ne pas casser. Se réunir, oui. Discuter, oui. Par exemple, les syndicats, justement, nous on a toujours eu des syndicats, c'est fait pour ça. Voilà. Ça, ce sont deux choses. Et la troisième chose, je pense que la télévision actuelle et l'informatique actuelle n'est pas pour rien dans cette violence. Parce qu'on montre aux enfants très jeunes des films de plus en plus violents. Avant, nos films étaient interdits aux moins de 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans. Maintenant, je regarde certains films, je me permets de les regarder parce que bon, j'ai un certain âge, n'est-ce pas? Et des fois, je vois les films interdits aux moins de 12 ans, 10 ans. Je me pose des questions. Tout d'un coup, il y a un film, il est normal. Et tout d'un coup, il y a une scène de violence, mais qui n'est pas de 10 ans ni de 12 ans. Une scène de violence qui serait peut-être du 16 ans. Voilà. Ce sont les questions actuellement que je me pose. Et Internet et notre système n'y est pas pour rien. Merci. Donc vous avez 3 questions. La première concerne les gilets jaunes. La dernière concerne les médias. Entre les deux, c'est la violence. Oui. Est-ce que vous prenez notre... Oui. Attendez, moi je voudrais faire une observation suite à madame. Il y a quand même actuellement, vous parliez que les femmes ne sont pas violentes. Vous avez actuellement à Paris un procès d'assises où on ne juge que des femmes qui ont blessé et qui envisageaient de tuer, parce que dans leur coffre, on a retrouvé 15 bouteilles de bonbonnes de gaz. Et ces femmes... Des jeunes femmes. Alors on vient de dire, on essaye de dire qu'elles sont pilotées par un homme, vrai ou pas vrai. Néanmoins, vous avez 6 femmes qui sont jugées pour avoir commis des crimes absolument abominables. C'était simplement pour répondre à votre question. Bon. Je voudrais simplement dire, bien évidemment, il y a le mouvement des mères, et on se souvient en Amérique du Sud que c'était des mères qui à un moment rappelaient que la violence existait. Attention à ne pas rentrer dans ces logiques qui risquent d'être trompeuses et qui consistent, l'ultra-féminisme s'invite à l'intérieur de la réflexion sur le monde et dit voilà, la violence c'est les hommes qui produisent la violence. Nous, les femmes, on est intrinsèquement sages parce que nous mettons des enfants aux hommes, au monde et pas les hommes. Oui et non. Parce que, vous voyez, on s'aperçoit, moi je faisais cette remarque dans une réflexion pour Atlantico, et on disait, il y a quand même des femmes qui sont parties en Syrie pour combattre et qui étaient drôlement militantes. Hein.
Donc, bien évidemment, je dirais, les femmes sont beaucoup plus proches de la vie, mais à un moment, tout le monde peut être tenté par la violence. La violence, c'est le problème de tout le monde. Je veux dire, monsieur, toutes les guerres qu'il y a là, c'est pas marrant parce que il y a beaucoup de malades, ça rend les gens affirment malades. Oui, oui, et bien sûr. Ça fait du mal, c'est très grave parce qu'il y a tellement de malades sur Terre. Oui. Il faut toujours soigner les gens, Oui. Alors, je vous demanderai une petite chose. Le témoignage, c'est bien, essayez de formuler une question. Hein, parce que ça nous aide tous à poser une question. Je rajouterais, mon voisin me disait, il faut définir ce qu'est la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence? La violence, c'est la terreur. C'est pas le fait d'utiliser la force, c'est d'utiliser la force de manière à terroriser les gens. Et donc, on rentre dans un double dispositif. Le premier dispositif, c'est un excès de violence, parce qu'on sort de la force normale pour tomber dans l'extrême brutalité. Et puis, deuxièmement, on va toucher des images et des symboles qui vont glacer l'esprit et l'empêcher de réagir. N'oublions jamais que nous sommes des êtres matériels, personnels et spirituels. Et qu'à un certain moment, la violence supprime toutes les possibilités personnelles et spirituelles de s'approprier ce qui se passe. Et qui fait que dans la violence, on a le souffle coupé. Parce qu'il y a un excès de violence qui fait qu'on ne sait plus quoi dire, on est médusé, interdit, et là, l'homme violent, le violent a gagné. Il nous a anéantis psychiquement. Voyez, voilà, c'est ça que je veux dire. Et là où madame a raison, c'est qu'il y a des gens qui ne se remettent jamais de la violence à laquelle ils ont assisté, parce qu'il faut tout un travail d'élaboration psychique pour retrouver ce qu'on appelle des processus de symbolisation qui vont permettre de reconstruire leur humanité. Voilà. Quelqu'un voulait... monsieur? Oui, j'ai une question à poser. Oui. Est-ce que la violence peut être légitime? Dans certains cas, les Nations Unies reconnaissent la violence, la guerre comme légitime. Exemple, l'invasion du Cambodge avec les Khmers rouges. Ils ont sauvé des millions de personnes en faisant la guerre. Le Rwanda, la violence, par exemple l'assistance à une personne en danger, on peut blesser parfois quelqu'un en voulant l'extraire d'une violence qu'il subit. Est-ce que la violence peut être légitime? Alors pour moi, la violence n'est jamais légitime. En revanche, vous avez quelque chose qui est juridiquement constitué et qui s'appelle la légitime défense. Et il faut faire la distinction entre la défense et la violence. Vous êtes dans la violence quand vous terrorisez. Après, à un certain moment, votre petit ami risque de se faire agresser et violenter par un individu. À un certain moment, eh bien, vous vous battez avec cet être, vous n'êtes pas dans la violence, vous êtes dans la légitime défense. Et je crois que le ministère, c'est le ministère de la Défense nationale, et il faut se défendre. C'est-à-dire, c'est un devoir de se défendre. Mais on est dans des confusions perverses qui fait que quand quelqu'un est en train de se défendre, on dit qu'il est violent. Attention, et ça c'est un des problèmes de la non-violence. La non-violence mal pensée voudrait qu'on interdise de se défendre au nom de l'élimination de la violence. Si vous ne vous défendez pas, à ce moment-là, c'est le déferlement de la violence. Et là, il y a des moyens institutionnels qui sont le fait de dire, bon, bah, vous avez une police pour l'intérieur, vous avez une armée pour l'extérieur, et puis vous avez des concepts juridiques, et même l'individu a le droit de se défendre. Vous avez le droit de casser la figure, quelqu'un qui va à un moment vouloir balancer une grenade dans une école, et c'est très simple, si vous ne lui cassez pas la figure, eh bien à un certain moment, vous êtes responsable d'une trentaine ou d'une cinquantaine de morts. Voilà. Oui, vous vouliez. Je veux revenir sur le titre de votre ouvrage. Oui. Dire que il y a bien un sens. Je pense que c'est aussi quel sens je donne à ma vie. Oui. Je pense que la vie ne peut pas avoir de sens si moi je ne cherche pas à lui en donner un sens. C'est-à-dire de mener des actions, de réfléchir, de faire en sorte qu'en tant qu'homme,
j'ai choisi d'être utile ou j'ai choisi de m'intéresser à la peinture, à quoi que ce soit. Voilà, ça commence par soi-même. Qu'en pensez-vous? Ça serait une question. Oui. Ça va dans le sens. Bien, pour aller dans le sens de monsieur et puis de ce que vous venez de dire, puis en parlant de violence, et après différentes définitions et approches, il y a aussi celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl. Oui. Donc voilà, je voulais vous en parler. Voilà. Bien, c'est une personne autrichienne qui est née en 1905, qui à 40 ans était en camp de concentration à Auschwitz, à Dachau et d'autres, etc. Et par rapport à ça, donc il a après développé, une fois revenu des camps, ils n'étaient pas nombreux, vous le savez, développé après une thérapie. Donc par rapport à ça, donc cette thérapie s'est révélé un sens à la vie à quelqu'un qui en a beaucoup souffert. Il aborde la souffrance, parce qu'évidemment dans les camps, je ne sais pas si vous avez déjà lu des ouvrages, lui donc en a fait, et par rapport à ça, donc il aborde la souffrance dans les camps, et ce qui a pu se passer. Vous avez abordé la difficulté, la violence humaine, la violence d'État, donc c'est la violence d'État avec le nazisme à cette époque, donc c'était vraiment éliminer la personnalité et n'en faire plus qu'une bête, à faire quelques travaux et à mourir sur place. C'était le contexte de l'époque. Et par rapport à ça, donc là-dessus il a réfléchi, et au sein même des camps, comme d'autres ont fait autre chose, je vous dirai après, il a réussi à créer des groupes voilà, de personnes pour parler avec eux et pour essayer de les aider, lui, à arriver à faire surface, parce que déjà il avait en tête que pour se donner un sens à la vie, il faut avoir un but, hein, c'est différent bien sûr, mais quand même quelque chose à long terme. Donc lui-même pensait aux bonnes images qu'il avait dans sa tête, du vécu qu'il avait eu, c'est bien ça, hein, etc. Tout ça, enfin, ouais, c'est ce que j'ai lu. Et par rapport à ça, ça l'a aidé, si vous voulez, à se sortir de ce pétrin, de ce drame quoi, qu'il vivait tous les jours et toutes les heures. Donc il en a parlé à d'autres personnes, il a réussi comme ça à redonner confiance à des personnes autour de lui, grâce à cette démarche. Bon, c'est très succinct ce que je vous ai dit, ce que je vous dis bien sûr, ça allait beaucoup plus profondément, mais voilà, c'était quand même une idée, et qu'il a ensuite développé, il a fait des conférences dans le monde entier, il était enseignant à Harvard, etc., pour développer cette logothérapie, hein, qu'il a appelée comme ça, quoi. Voilà, c'est l'expérience des camps. Et voilà, et également sur la souffrance, c'est-à-dire que il fallait s'accrocher à quelque chose et aussi aborder la souffrance. Ça fait partie de la vie, dit-il. Vivre, c'est souffrir. Et survivre, c'est aussi trouver un sens à sa souffrance. Voilà. Alors, par rapport à ça, vous, monsieur, cher monsieur, qui faites appel à Dieu aussi par rapport au sens de la vie, etc., tout ça, un peu, si je ne me trompe pas, par rapport à la logothérapie qui exclut ce sens-là pour arriver à autre chose, enfin, c'est une question. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la logothérapie exclut la question de Dieu? Nullement. Même si elle ne va pas en parler directement, on va revenir sur la question de Dieu. Demande 3 réponses. Premièrement, quelqu'un me dit, le sens de la vie, ça commence par moi. Le sens de la vie, ça commence par 3 choses, toujours en même temps. Premièrement, des choses utiles. Deuxièmement, des choses personnelles. Troisièmement, des choses transcendantes. Donc bien évidemment, ça passe pour nous, et tant mieux. Le sens de la vie, c'est votre sens de la vie, c'est ce dans quoi vous vous reconnaissez. Ça n'empêche pas qu'on fasse des choses utiles, parce qu'à un moment, si on fait que des choses pour soi, en n'ayant aucun sens du côté pragmatique et utilitaire, ça n'a pas marché. Puis le sens de la vie, ça passe à un moment par quelque chose qui est en l'homme, ce qu'on pourrait appeler les sources immémoriales de la vie. Puisque vous parlez des camps de concentration, il y a Viktor Frankl, mais vous avez également Bruno Bettelheim et vous avez également Robert Antel. Bruno Bettelheim a dit « Je suis sorti des camps de concentration parce que je suis allé dans le cœur conscient qui était ni dans la révolte, ni dans la soumission, mais dans la position juste. » Qu'est-ce que c'est que la position juste? C'est ce que Robert Antel appelle l'individu fondamental. Qu'est-ce que c'est que l'individu fondamental? L'individu fondamental, c'est l'individu qui a en nous, et il vient du bonheur. Il ne vient pas de la biologie, il ne vient pas de la matière, il vient du bonheur. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a été dit, souviens-toi de ton origine. Ton origine,
c'est le bonheur absolu de l'existence qui fait qu'à un moment, la vie est intrinsèquement bonne, et c'est ce qui fait que tu ne t'identifies pas à ce qui arrive. Eti Sum, dans un autre livre concernant les camps de concentration, dit, qui s'appelle Une vie bouleversée, la vie est belle, elle est dans un camp de concentration, elle va être gazée et brûlée, et elle a le courage de dire, la vie est belle, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, non pas que les camps de concentration sont beaux, mais que la vie n'est pas réductible aux camps de concentration. Hitler n'est pas plus fort que la vie. Le nazisme ne va jamais effacer tout ce que la vie va pouvoir avoir de beau. Et ce n'est pas parce que le nazisme existe que la vie cesse d'exister. Et là, elle fait le plus formidable acte de résistance par rapport au nazisme. Si on dit la vie n'a pas de sens parce que Hitler existe, à ce moment-là, Hitler est plus fort que tout et il a gagné. Et donc, la seule chose que l'on peut voir, c'est que quand on est dans l'expérience qu'on appelle de la vie divine, et qui était celle des anciens Grecs, les anciens Grecs vivaient avec le divin, et à un moment, pour eux, c'était quoi? Le divin, c'est l'extraordinaire fait de l'existence. Il y a quelque chose d'inouï dans l'existence, qui n'est pas simplement naturel ou humain, qui vient d'ailleurs. Si on s'ouvre à ça, là, on est dans quelque chose qui va ailleurs, qui va au-delà de tout, et dans les moments de détresse, c'est ça qui nous permet de vivre. Qu'est-ce qui nous permet de vivre de l'existence? C'est qu'on relativise et qu'on voit les choses, comme le disait Platon, avec des yeux divins. Spinoza disait, regardez les choses avec les yeux de l'éternité. Et donc, vous voyez, et ça permet de comprendre ce qu'est la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? La souffrance, ce n'est pas la douleur physique. La souffrance, c'est un état moral et métaphysique où tout d'un coup, vous voyez les plus belles choses de l'existence être bafouées. Et il y a des gens qui disent, attends, me casser la jambe, c'est un problème. Mais la pire des choses que j'ai vécues dans ma vie, c'est des barbares. C'est des gens qui prennent l'amour, la beauté, la vérité, les choses qui sont les trésors de l'humanité et qui tout d'un coup les brisent. Et il y a des gens qui disent, mais c'est 1000 fois plus douloureux que de se casser une jambe. Et souffrir veut dire continue, ne désespère pas, parce qu'à un moment, il y a des barbares. Surtout ne désespère pas. Et là, on est dans le miracle de la souffrance, c'est-à-dire j'ai mal, mais je supporte, je traverse, et je ne vais pas me laisser faire. Donc c'est comme ça que je vois la souffrance, et je crois que dans les camps de concentration, c'est comme ça que ça a marché. C'est-à-dire Viktor Frankl est peut-être pas chrétien ou croyant, mais il est branché directement sur ce qu'on pourrait appeler les sources divines de l'existence. Et là, ça lui a permis de tenir, vous comprenez? Donc les sources divines et célestes de l'existence, elles appartiennent à tout le monde. Elles n'appartiennent pas qu'aux chrétiens, aux croyants, parce que tout le monde est branché là-dessus. Tout le monde ne se reconnaît pas dans un discours religieux ou d'un discours qui est métaphysiquement croyant. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le sens de la beauté, ils ne vont pas le verbaliser comme ça. Mais ça, je ne dis pas ça pour faire de la récupération, c'est que c'est un constat. C'est un constat, c'est-à-dire les gens nous disent, voilà, moi le nombre de gens qui me disent, moi je suis athée, mais j'ai le sens de la merveille de l'existence, de la beauté. Je ne vais pas leur dire, vous êtes croyants, mais je leur dis, mais vous manifestez ici la vérité de la vie, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire des choses utiles, que vous êtes capable de faire des choses personnelles, puis à un moment, on s'arrête, on regarde, on remercie, parce que c'est beau. Voilà. Qui veut poser une question? Allez-y. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur la violence. Vous avez dit que la violence n'a pas de sens. Sur le plan moral, si j'ai bien compris ce que vous disiez, elle n'a pas de sens en effet. Mais est-ce que dans la logique du mal, donc de quelqu'un qui est un terroriste, est-ce que lui-même, il n'arrive pas à se persuader que finalement ça a du sens, sinon il ne ferait pas ce qu'il fait? Alors, quand on dit ça a du sens pour moi,
Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir à un moment un effet de fascination. Quand on est face à la violence, à un moment, la violence nous séduit. Parce qu'elle parle au désir de toute puissance qu'elle peut donner. Et forcément, on dira elle a du sens, parce qu'on est captivé, on est subjugué par la souffrance, par la violence. Mais pour moi, la question du sens, c'est pas d'être subjugué. La question du sens, c'est quelqu'un qui me pose deux questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire et où tu vas? Et le sens est rigoureux et demande une élaboration intellectuelle et rationnelle pour rendre compte de ses actes. Qui est-ce qui pose la question du sens? C'est la justice. La justice dit à quelqu'un, « Hé, vous là-bas, venez vous expliquer pourquoi vous avez fait ça. » Et à ce moment-là, les gens ne peuvent pas parler. Parce que quand vous êtes juste, vous pouvez rendre compte de ce que vous faites. Mais quand vous n'êtes pas juste, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à donner des explications, puis à un moment, vous vous taisez ou vous fondez en larmes, parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous dites ne repose sur rien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelqu'un qui dira la violence, ça a du sens pour moi. Oui, mais qu'est-ce que c'est que le sens? C'est la fascination totale, la séduction devant la violence. Et il y a beaucoup de gens qui disent la violence a du sens pour moi parce qu'elle me séduit. Eh ben non. La violence te séduit, mais ce qui a du sens, c'est pas d'être séduit, c'est d'être capable de comprendre ce que tu fais et de justifier tes actes. Oui. J'avais une question qui est un peu complexe peut-être à formuler, mais qui rejoint le propos de monsieur. Vous avez écrit en 1998 La politique du juste sur Cassirer. Oui. Et Cassirer a une thèse, alors, en gros, je simplifie bien sûr, sur les formes symboliques. Et au fond, pour parler de la violence dont on parle, en fait, essentiellement, c'est une violence symbolique, en fait. C'est une manipulation d'une espèce d'imposture du transcendant. Finalement, c'est ça que font les terroristes. Donc je voulais savoir, et en plus c'est une question, j'essaie d'articuler en même temps la question de la laïcité, parce qu'en fait nous œuvrons aussi pour la Ligue des œuvres laïques de l'Aisne, donc je ne vais pas prêcher pour voilà, faire l'avocat du diable, hein, bien sûr, mais c'est juste que vous m'avez invité à être éventuellement critique, à poser des questions, hein, aiguillonner, voilà, une espèce d'apprenti Socrate. Donc l'idée est la suivante, est-ce qu'il y aurait une forme symbolique, alors pour simplifier, une vision du monde, une espèce de compréhension du monde, voilà, comprendre le monde avec une forme symbolique, donc ça peut être la magie, ça peut être la religion, etc., qui serait, bon, je crois que vous avez déjà commencé à répondre, donc j'ai bon espoir que, de certaine manière, oui, par exemple, c'est la merveille, l'émerveillement, la capacité de s'émerveiller, qui serait athée, qui serait laïque. Est-ce qu'il y aurait bien une sorte de spiritualité sans Dieu? Alors, poser plusieurs questions. Premier point, revenons à Cassirer. Cassirer est un humaniste qui a fui l'Allemagne parce qu'il était juif et il a fui l'Allemagne avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir et il est allé aux États-Unis et il a écrit un livre que j'ai traduit qui s'appelle Le mythe de l'État. Et ses étudiants lui ont demandé pourquoi le nazisme. Et il a dit le nazisme, c'est ce qui se passe quand il y a passage de la vie symbolique à la vie mythique. Donc qu'est-ce qu'il disait? Le nazisme, c'est le mythe de l'État. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Le mythe, c'est une forme pétrifiée du sens. Qu'est-ce que c'est que le symbole? C'est une forme vivante du sens. Qu'est-ce que c'est que le sens? Le sens, c'est quand il y a dialogue entre moi et d'autre part la réalité, et qu'à un moment, je me pose en tant que sujet par rapport à l'existence que je traite comme un sujet. Et donc, pour Cassirer, c'était le sens très profond de la Bible, où à un moment, Dieu parle à l'homme, et l'homme se constitue en tant que personne, devant Dieu en tant que personne, dans une vision personnelle des choses. Et il disait, ça, c'est ce qui nous permet, à un moment, d'éviter la barbarie. Et qu'est-ce qui nous précipite dans la barbarie? C'est quand il n'y a plus une personne, mais il y a des gens qui ne jurent que par l'État, qui est une abstraction. Et donc, symboliser, ça voulait dire, je reviens dans l'expérience du dialogue personnel avec l'existence. Deuxième point, vous posez la question de la laïcité et de l'athéisme. Alors je ferai une distinction. Attention,
La laïcité et l'athéisme, c'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire, la laïcité, c'est le peuple. Le laïos. Et le peuple, on l'est tous. Donc, la laïcité dans l'Église, c'est le fait qu'il y a des prêtres, et puis ceux qui ne sont pas prêtres sont des laïcs, et l'ensemble fait partie de l'Église, c'est le peuple et les prêtres. Ce n'est pas les prêtres tout seuls, et ce n'est pas le peuple tout seul. Deuxièmement, il y a une laïcité au sens large. La laïcité au sens large, c'est la République qui dit « Nous ne voulons pas que la religion devienne une idéologie officielle et que pour être un fonctionnaire de l'État, il faille avoir une religion. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour être un agent de police ou un juge d'instruction. Ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire, dans le champ politique, administratif, il n'est pas question de religion, et à l'extérieur, tout ce que vous voulez, dans la société, ça ne nous regarde pas, c'est à chacun de pouvoir se définir par là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la laïcité a développé des choses assez remarquables, qui est un humanisme laïque, lequel se fonde sur l'humanisme et le sens du bien commun. Et ça, c'est très spirituel. La laïcité, c'est ce que nous vivons. C'est ce salon du livre où tout d'un coup, les gens sont invités par de véritables humanistes bénévoles qui s'emploient au bien commun et qui disent on va servir la culture, puis tout le monde va venir ici, va lire des livres, et on va être dans l'amitié, on va être dans le respect de la vie intellectuelle, et on va à la fois donc être... Il y a quelque chose qui est éminemment spirituel. Je me dévoue au bien commun, je respecte la culture et les êtres humains, j'ai rien à dire, c'est remarquable, et la laïcité positive, c'est le développement de la vie humaine, laïque, républicaine, culturelle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La laïcité à elle seule ne peut pas avoir réponse à la question métaphysique de l'existence. La laïcité, c'est l'honnête homme disant si on est un homme social, c'est bien, on ne se préoccupe pas de métaphysique. La laïcité, c'est la philosophie de l'honnête homme qu'on trouve chez Molière, et en disant si on était simple, ce serait déjà bien. Mais à un certain moment, il faut savoir d'où on vient, où on va et qui on est. Et ça, il n'y a qu'une réponse métaphysique qui est possible. Alors vous avez deux réponses métaphysiques possibles. Vous avez la réponse athée, qui consiste à dire nous sommes matérialistes, nous pensons que l'homme vient de la matière et va retourner dans la matière. Ou vous avez la réponse transcendante, qui consiste à dire il y a quelque chose de plus dans la matière. Voilà. Et c'est un problème qui a été vu par les révolutionnaires français en 1789, et lesquels ont essayé de bâtir une religion laïque, qui est la religion de l'être suprême, laquelle a essayé de se transformer au XIXe siècle dans la religion positiviste. Et là, à quoi assistons-nous? Bien, Auguste Comte. Et on assiste à quoi? À des gens qui se sont dit, bon, on n'est pas athée parce qu'on ne pense pas que tout est simplement réductible à la matière, mais on n'est pas catholique et chrétien non plus, donc on essaye d'élaborer une religion de l'humanité et avec le grand être qui serait le grand être de l'humanité. Voilà. Donc c'est là, alors là, ça c'est la responsabilité de chacun de savoir où il se situe. Voilà. Où est-ce qu'on se situe? Moi, personnellement, je ne suis pas athée, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans l'existence qui va plus loin que la matière et la nature, et les hommes. Et qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, et je pense avec cet ailleurs. Et tout le monde ne pense pas comme moi. Oui, d'autres questions? Autrement, je vais vous en poser une qui sera... Oui, tu voulais? Non, je préfère laisser la place aux philosophes. Mais comme tu veux. Non, vas-y. Allez-y. Voilà, je suis dans ma terme un peu polémiste, et je sais que ça vous intéresse. Oui. Il y a une autre violence symbolique dont on parle, et dont peut-être tout le monde n'a pas conscience qu'il s'agit d'une violence, mais je sais que vous y êtes attaché.
c'est la question du genre et la question finalement du transhumanisme et tout ce qui va avec, à savoir la construction de l'homme par soi. Parce qu'au fond, dans la destruction du réel, il y a une espèce de, j'ose dire, de perversion de l'humanisme, qu'on appelle le transhumanisme, où finalement l'homme veut se devenir Dieu, quoi. Il veut devenir Dieu, il veut devenir immortel, il veut ne plus avoir de sexe, il veut, comme Atlan, il veut l'utérus artificiel, il veut plus la souffrance de l'enfantement, bref. La transcendance, finalement, devient une espèce d'immanence, comme si l'homme voulait s'arracher au poids de devoir faire ce choix dont vous avez très bien parlé, avec manière très très pédagogique, merci beaucoup, et comme s'il voulait finalement avoir tous les pouvoirs. Alors, actuellement, il y a quelque chose qui arrive. Nous sommes un peu dans ce qu'on peut appeler le vertige démocratique et le vertige technologique. Le vertige démocratique et technologique est le suivant. Il s'avère que les nouvelles technologies sont particulièrement performantes. Et il s'avère par ailleurs qu'on vit des formes de socialité extrêmement créatrices et qui donnent de plus en plus de droits aux individus. Et à partir de là, il y a deux tentations. La première tentation, c'est la tentation technologique consistant à dire, est-ce que vous ne croyez pas que les grands problèmes métaphysiques que l'homme se pose, la mort par exemple, on pourrait le résoudre techniquement, c'est-à-dire peut-être par l'apparition d'une hybridation entre l'homme et la matière, et puis des techniques de remplacement d'organes, eh bien on pourrait fabriquer un homme entre guillemets éternel, c'est-à-dire qu'il pourrait vivre au minimum 150 ans, voire plus. Donc l'idée, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un organe qui ne va pas dans votre corps, on le remplace, et puis pour nettoyer votre corps, on va mettre des nanorobots à l'intérieur de vos artères, et ils vont nettoyer et ils vont faire une espèce d'éternelle santé. Le deuxième point, c'est de dire la démocratie c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux et arriver à une sorte de liberté absolue. Voilà. La théorie du genre s'inscrit là-dedans. L'idée de dire on va faire sauter la différence homme-femme qui est à la base de la souffrance des femmes et du mythe qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Il faut faire disparaître la notion de sexe pour la remplacer la notion de genre. On est en train de dire l'homme et la femme, c'est une identité qui est culturellement constituée. Et puis pour un moment, faire sauter la théorie du genre et dire l'homme pourra être ce qu'il veut. Si un être humain, si un homme veut devenir une femme, eh bien c'est son droit. Si une femme veut devenir un homme, c'est son droit. On doit pouvoir être ce que l'on veut. Bien. Alors, quel est le problème? Moi, je crois qu'à un certain moment, il y a une erreur sur la mort, et il y a une erreur sur la vie et sur la liberté. Mon idée, c'est qu'on est toujours en relation avec trois éléments. Le premier élément, c'est un élément matériel, le deuxième élément, c'est un élément personnel, et le troisième élément, c'est un élément transcendant. Si on perd de vue cette vision, on arrive à quoi? À une vision purement personnelle, qui n'est plus du tout dans le sens pratique, et puis qui n'est plus du tout dans le sens transcendant, et qui devient totalement déséquilibré. Alors on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'au niveau, par exemple, de la technologie, on confond le fait de perpétuer le corps avec, d'autre part, l'élimination de la mort. C'est pas parce que votre corps va pouvoir vivre 150 ans que vous allez supprimer la mort. La mort, elle a différents visages. Et ce n'est pas simplement le fait de quitter le monde. La mort, c'est la mort mentale, c'est la mort de l'âme, c'est la mort du sentiment. C'est toutes les morts qu'il faut supprimer. C'est pour ça que dans le Deutéronome, il y a la divine parole « tu ne tueras pas », qui est de dire « attention, tu ne vas pas tuer », c'est un grand programme de ne pas tuer. Donc moi j'ai envie de dire, vous voulez supprimer la mort, d'accord, mais vous pensez que uniquement avec un nouveau corps, vous allez supprimer la mort, mais vous rêvez. Si les gens dans leur tête sont totalement morbides, vous allez créer des gens qui ne vont pas mourir et qui vont faire du mal en permanence parce qu'à un certain moment, ils ne vont pas mourir. Donc je trouve ça assez bête. Et puis d'autre part, c'est la même chose. C'est-à-dire, on réfléchit à un moment sur la théorie du genre et on pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme? Est-ce qu'il suffit de couper le sexe masculin pour un homme pour en faire une femme? Voilà, ben c'est non.
Voilà, parce qu'une femme, c'est pas simplement un problème corporel, c'est un problème d'émotion, de sensibilité, c'est tout un univers qui est là-dedans. Puis de s'aider l'un l'autre, quand on a un homme avec un homme et une femme, c'est d'aider les autres, et puis aider l'homme et la femme quand on a un couple en couple. Voilà, alors... Quand on est en couple... Qu'est-ce que vous... Non, madame, quelle est la question que vous voulez poser? Je veux dire que quand on est en couple, on s'occupe de la femme et de l'homme. Voilà. Et puis l'inverse avec le couple. Puis après, s'occuper des autres aussi, des enfants aussi. Alors ça, c'est une autre question. Mais si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut être complet dans l'analyse. Et j'ai l'impression qu'on fait des effets d'annonce au niveau de la com pour dire, ça y est, on va créer la liberté absolue, la vie absolue. Ne rêvons pas et ne nous laissons pas avoir par quelque chose de commercial. La mort, ça ne se supprime pas comme ça. La différence homme-femme, ça ne se supprime pas comme ça. Voilà, c'est tout. Et madame dit très justement, ce qui est aussi important, alors dans la relation, c'est de prendre soin de tout le monde. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est pas une question. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une, permettez-moi, une affirmation. Je trouve que la plus belle phrase du monde est « Aimez-vous les uns les autres ». Cette phrase-là n'est pas forcément religieuse, mais si vraiment chacun, tous les pays du monde mettaient en pratique cette phrase « Aimez-vous les uns les autres », la Terre serait vraiment quelque chose de merveilleux. Alors vous voyez, chère madame, vous rejoignez quelque chose que je pensais ce matin. Pour la première fois, j'ai compris cette phrase. Pendant très longtemps, j'ai cru que cette phrase était dite parce que le Christ, voyant les chamailleries qu'il y a entre les hommes, il disait à tout le monde, arrêtez de vous chamailler, c'est insupportable, essayez quand même de vous aimer un peu. Puis ce matin, à propos de ce qui se passait, je me suis rappelé ce que je me suis souvent dit, il n'y a pas plus beau que la rencontre humaine. Et je me disais, ici c'est merveilleux parce qu'on est dans un salon à taille humaine où les gens s'apprécient, où on se donne beaucoup de mal, où tout est merveilleux. Et pour la première fois j'ai compris, mais c'est ça que ça veut dire, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est l'avant-goût du paradis. Et de dire, si vous vous aimez les uns les autres, vous n'allez pas le regretter. Donc surtout, aimez-vous, parce que ça va avoir une telle saveur que vous remercierez celui qui vous a dit « aimez-vous les uns les autres ». Voilà, c'est savoureux, comme notre rencontre ici. La fraternité, finalement, ça voilà. rejoint cette valeur de la République, la fraternité. L'amitié, la fraternité, l'amour que les êtres peuvent avoir, le plaisir d'être ensemble, c'est merveilleux. Oui. Bien, alors, en tant qu'auteur et philosophe, et puis, je sais pas, il est 3h30, c'est peut-être pas nous encore de conclure, on peut encore continuer un petit peu. Je voudrais quand même vous poser la question, êtes-vous optimiste par rapport justement à tout ce qui se passe dans le monde, à tout ce qui s'est passé, toutes les questions évoquées aussi? Nous sommes dans un monde qui est angoissant aujourd'hui, semble-t-il. Voilà ma question. Alors, il y a deux choses que je ne suis absolument pas. Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste. Je me situe ailleurs. Je m'aperçois d'une chose, c'est que l'optimisme est une situation assez triste. C'est-à-dire que l'optimisme a été inventé par Leibniz, et Leibniz entendait par l'optimisme une vision mathématique des choses qui était liée à l'optimisation. C'est une vision très mécanique, disant que non seulement les choses sont ordonnées mathématiquement, mais que d'une certaine manière, il y a un principe d'économie qui fait que la vie essaye toujours de trouver la meilleure solution. Et donc on est optimiste et en disant, oui, ben écoutez, fondamentalement, le réel est bien fait et on trouve toujours la meilleure solution. En général, quand on dit ça, ça ne me satisfait pas. L'idée qu'on dit, vous savez, on s'en tirera toujours, c'est pas vrai. Dans la réalité, il y a des tas de moments où on ne s'en tire pas. Donc moi, je préfère une autre... mon autre position est la suivante. C'est pas de savoir si je suis optimiste par rapport au monde ou pas, ou si je crains que tout va se terminer très mal, ou bien ça va s'arranger.
Ma question est la suivante, qu'est-ce que tu veux? Dans quel monde tu veux vivre? Et je m'aperçois une chose, quand à un moment je me situe par rapport à moi et par rapport au monde, et non pas par rapport au monde, ça me donne énormément de force. C'est-à-dire que le monde, comme je veux quelque chose, je rencontre énormément de gens qui veulent quelque chose de bien, de juste, et moi je veux un monde qui est vrai. Et il y a des tas de gens qui recherchent la vérité, et quand je rencontre des hommes et des femmes de vérité, mais c'est une merveille. Donc moi je ne suis pas optimiste, je suis émerveillé. Émerveillé par la vie, et du coup, je ne perds jamais espoir. Car ce qui me tient, c'est, bien évidemment, il se passe des choses graves, et puis malheureusement, il y a des gens qui sont complètement aveugles. Mais je me souviens de tous les êtres merveilleux, de vérité que je rencontre, et ça m'empêche de désespérer. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et vous voyez, dans des salons comme aujourd'hui, mais je ressors gonflé à bloc d'énergie, d'amour, de beauté devant vous, devant nous, devant tous les gens qui ont fait ça. C'est ça, là, moi je vis dans la réalité, c'est-à-dire le monde qui va bien, il est déjà là. Le monde qui va aller au-delà de la catastrophe, il est déjà là. L'humanité de demain, elle existe. Donc je n'attends pas qu'elle existe déjà, parce que moi je la vis déjà. Voilà. En fait, c'est la recette du bonheur que vous êtes en train de donner. La recette du bonheur, et en tout cas de la force intérieure. C'est-à-dire, nous avons une force intérieure, donc oublie le monde, intéresse-toi à toi, et qu'est-ce que tu veux? Ben, fondamentalement, on veut vivre. Et puis, tu veux vivre, bien, laisse grandir en toi la flamme de vie qui est en toi, pour qu'elle devienne lumière, et qu'elle éclaire au lieu de brûler. Oui. D'ailleurs, pour corroborer ce que vous êtes en train de dire, moi personnellement, j'ai fait l'expérience que quand je décidais de changer quelque chose en moi, le monde autour de moi changeait. Et que c'était bien plus simple de faire changer le monde en commençant à se changer soi-même. Déjà, c'est la seule chose qu'on est capable de faire, parce que le matin, je peux me lever et décider d'être comme ci ou comme ça. Mais ce qui est vraiment rigolo, c'est que ça a des conséquences sur l'entourage et sur le monde ambiant. Les gens trouvent que la vie est triste et ils disent je vais détruire le capitalisme et puis la vie magiquement va s'arranger. Tu trouves que la vie est triste, eh bien sois joyeux. Et tout d'un coup il y a un peu moins de tristesse dans le monde parce que tu vas porter cette joie. Et à un certain moment tu vas réagir par rapport au processus mortifère qu'il peut y avoir dans la société. Vous savez, Alain, le philosophe, disait « Toutes les guerres ont été faites par des gens qui sont tristes, on devrait décorer les gens qui sont joyeux, parce qu'ils font du bien au monde. » Et il disait « Les gens tristes et qui font la gueule, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Et des gens heureux, eh bien, on devrait les décorer. » Je trouve ça merveilleux. Vous voyez, voilà. Simplement dire, j'ai déjà fait des stages de communication, ce qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais professeure de mathématiques. Et c'est vrai que dès qu'on sourit, la personne qui est en face de nous sourit. Donc c'est ce qu'on appelle les strokes, stroke plus, stroke moins. Si on envoie des signes de reconnaissance positive aux gens, ça nous revient de la même façon. Donc c'est vrai que le bonheur est contagieux, le sourire est contagieux. Quand on sourit et qu'on porte ça en soi, on le transmet aux autres. Et vous voyez, pour reprendre la question de monsieur et de mon collègue, est-ce que je suis optimiste? Le problème n'est pas d'être optimiste. Est-ce que tu veux que le monde aille bien? Le problème n'est pas de savoir si le monde va aller mieux. Le problème, est-ce que tu veux qu'il aille bien? Parce que les gens disent « Ah bon, bah, ça va aller mieux, du coup, j'ai rien à vouloir personnellement. » Donc le monde, qu'est-ce qu'il va devenir? Je n'en sais rien. Mais je ne suis pas particulièrement inquiet parce que je pense qu'on a toutes les manières, toutes les possibilités de faire face aux problèmes qui vont se poser. Mais en revanche, je trouve extrêmement important de dire est-ce que j'ai décidé que le monde allait bien. Et je vous assure, au niveau de la communication, si avant de rencontrer quelqu'un, vous dites voilà,
je vais tâcher d'être là et de décider que ça va bien se passer. Ben, ça se passe bien. Oui. Il y a un philosophe que vous connaissez sans doute, peut-être, je ne sais pas si vous n'avez pas exactement, disons, par oui dire, la même réputation. C'est Raoul Verhagen qui, dans les années 68, il a écrit un manuel à l'usage manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, et il a écrit récemment autour de la question des petites communautés qui justement permettraient de vivre écologiquement, en paix, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de justement de cet état de choses que il y a quelques personnes qui jugent que ils peuvent faire eux-mêmes le circuit court, le biologique, la démocratie participative, voilà, dans des petites communautés, etc. Alors, premièrement, j'aime beaucoup les situationnistes, en particulier, il y a un génie qui s'appelait Guy Debord et qui a écrit c'est La Société du spectacle, qui est un texte absolument génial. Vaneigem, je ne l'ai pas lu, mais pour tout vous dire, les communautés, ça m'ennuie un peu, j'en ai vu beaucoup, c'est très sympa au départ, puis ça finit par tourner en rond. Et puis, j'ai l'impression qu'on se trompe, c'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui vivent en communauté, qui sont très heureux, pourquoi? C'est pas simplement la communauté, c'est ce qu'on met dedans, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, bon, de toute façon, je crois que des communautés, on en fabrique toujours. On fabrique des familles d'esprit, on fabrique des communautés. Et je pense que la réalité de la société, c'est les multiples communautés dans lesquelles on est. Maintenant, vous avez des gens qui ont des schémas globaux et qui ont dit, alors, pour changer la société, on ne va plus vivre dans un État-nation, on va faire une multiplicité de communautés, puis ça va marcher. J'en sais rien. Parce que le problème est abstrait, et que l'important, c'est pas de dire il y avait un grand schéma global qui était un schéma unifiant et on va le remplacer par un schéma éclaté. Moi, je dis, écoutez, le problème, quoi que tu fasses, si tu le fais de l'intérieur de toi-même, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que dans la société, de toute façon, dans les sociétés, il faut toujours faire deux choses. Il faut s'unifier, il faut se diversifier. Si vous ne vous unifiez pas et que le monde est parsemé de communautés, ça ne va pas. Et si vous ne respectez pas la diversité humaine, ça ne va pas non plus. Donc ça veut dire que la vie, c'est un dialogue et que l'important est de savoir est-ce que tu vas toujours dialoguer avec ce qui permet de rassembler et ce qui permet d'enrichir. Voilà. Donc, comment? Et la vie est une aventure. Et la vie est une aventure. C'est ça que j'aime surtout. C'est-à-dire chacun, je crois il y a deux choses. Je pense que nous allons quelque part. C'est-à-dire que le monde est guidé par un souffle créateur, que ce souffle créateur s'exprime de 1000 manières à l'intérieur de l'existence, que tout le monde participe et a une mission là-dedans. Et troisièmement, que la vie est une aventure, et donc ne manquez pas votre aventure. Bravo. Merci pour ce mot peut-être de la fin, c'est vrai qu'il va falloir terminer. Je pense sans doute que vous avez des choses à faire aussi en bas. Et puis, je suis à votre disposition. Et peut-être que ça va être reprise après, je ne sais pas. Voilà. Je me permets de conclure. Enfin, merci à tous en tout cas, mais bon, là ma place n'est pas celle-là. Mais en tout cas, voilà, à poursuivre après si vous voulez, ensuite un jour. Venez nous voir également, je fais ma pub. Allez-y, allez-y. Prenez le micro. Ces jours-ci, j'étais un petit peu démoralisée parce que j'ai un certain âge. Et de venir avec vous là, eh bien je me sens tout à fait réjouie, réconfortée. Et je suis repartie vraiment... gonflée à bloc. Voilà. Et je remercie bien tout le monde. Voilà. C'est bon. Moi, je vous dirais aussi, c'est triste de voir les films qu'on voit à la télé. Ça catastrophe les gens. Ça fait peur aux gens. Il faut fermer la télé et